Miss France, de retour au pays, Alicia Eliès est arrivée en Guyane cet après-midi. Un accueil des plus chaleureux lui était réservé déjà à l'aéroport de Félix-Éboué. Notre Miss sera en conférence publique à 20h au Zéphyr. Reportage à suivre. L'amendement de la loi Égalité et Citoyenneté était adopté en décembre. Le châtiment corporel est désormais interdit en France. L'autorité devra s'exercer sans en venir aux mains. Nous nous pencherons sur la question avec notre invité ce soir. Enfin, c'est une tradition de l'Office national des forêts à Saint-Laurent. Tous les deuxièmes dimanches du mois, une balade dans les bois est proposée aux amateurs. Pour la première de 2017, le plateau Marc Gazelle était exploré. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Un accueil triomphal lui était réservé à l'aéroport Félix-Éboué. La reine de beauté, Alicia Eliès, désormais Miss France, est arrivée cet après-midi au pays pour quelques jours de visite. Et dès ses premiers pas, notre Miss Guyane a été submergée par l'éclat de joie de la population venue nombreuse pour l'accueillir et dire sa fierté. Caroline Alcide et Joanne Manu se sont frayé un chemin parmi la foule. Regardez. Ce moment-là, la population guyanaise l'attendait depuis longtemps. Près d'un mois après son sacre, Alicia Eliès revient enfin sur ses terres, non sans émotion. Je suis contente et enfin je vais pouvoir fêter ce grand moment-là avec vous. Parce que je sais que depuis le 7 décembre, tout le monde fait la fête, donc ça vous tourne aussi. Ce retour est l'occasion de retrouver ses proches, comme ici sa maman, pour un petit moment d'intimité. Accompagnée de la présidente du comité Miss France, Alicia Eliès est ravie de rentrer chez elle. Déjà, je suis très ravie d'être enfin arrivée, de voir tout le monde et l'émotion. Je suis vraiment ravie d'être là. Accueillie à l'aérogare au son du tambour, la Miss France a vite retrouvé ses racines. Un petit bain de foule s'impose, avant de poursuivre son emploi du temps très chargé. Alicia Eliès profitera de son séjour pour revoir ses anciens amis, comme Ruth Briquet, première dauphine de Miss Guyane. La jeune femme sait déjà de quoi elles vont parler. De son élection, de sa préparation, de ce qu'elle a vécu en tant que Miss France, je suis très ravie de revoir Alicia, de revoir la Miss France, mais aussi Alicia, la personne, parce que c'est une personne que j'ai connue, il y en a partagé de bons moments durant la préparation à l'élection de Miss Guyane. Je lui avais dit de ne pas me faire pleurer, elle a quand même réussi à me faire verser une larme. Donc là, on attend de la revoir, mais je suis très contente de l'avoir vue. Dès demain, la Miss France se rendra dans plusieurs communes de Guyane où elle sera très attendue. Alicia Eliès qui est attendue justement ce soir pour une conférence ouverte au public au Zéphyr à partir de 20h. Elle sera demain en déplacement dans quelques communes de l'intérieur du territoire. Nous la suivrons dans son déplacement et puis elle sera bien sûr l'invitée de ce journal. Ce sera mercredi soir. 2017 commence mal pour l'école Prospérité à Saint-Laurent. À peine 2 jours après la rentrée du Nouvel An, l'établissement a dû fermer ses portes à cause d'une invasion de parasites, des puces chiques qui auraient investi les lieux durant les vacances. Pris de démangeaisons, les enfants ont été renvoyés chez eux provisoirement. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Les parasites ont été éradiqués, mais le vice-adjoint au chef coutumier dénonce un manque d'hygiène aux alentours de l'école. On l'écoute. On avait décidé de fermer l'école au début de l'année, d'accord, à cause des puces. Donc je pense que pendant les vacances, les 2 semaines de vacances, donc les chiens ils sont entrés. Donc comme je vous dis, comme vous le voyez, surtout derrière les clôtures ne sont pas bien fermées. Et puis c'est par rapport à ça, quoi. Voilà. Ici là, on est sur la route RN1. D'accord, il y a la poubelle à côté aussi. Donc je pense que ce n'est pas le chien du villageois, quoi. Donc ça veut dire que les chiens, les gens déposent leurs chiens au bord de la poubelle qui est à côté là. Donc ça a dû ce problème. Ils sont traités 3 fois, matin, midi et soir. Donc du coup les tiques ont disparu. Et c'est ce qu'il reste à faire en ce moment, c'est de bien fermer les clôtures, fermer les trous qui se trouvent en bas, et puis voilà quand le problème est réglé, quoi. Normalement ça a été traité, donc en ce moment il n'y a plus de puces, quoi. Voilà. Et aussi il y a pas mal de travaux à mettre voilà, par la mairie, quoi. Donc dans ça je pense que la mairie va faire des efforts, voilà, pour améliorer notre petite école, quoi.
Je vous le disais en titre, l'amendement à la loi égalité et citoyenneté était adopté le mois dernier. Ainsi, les châtiments corporels sont interdits en France. Les caprices et les bêtises des plus jeunes ne pourront plus être sanctionnés par une gifle ou une simple tape. L'autorité devra s'exercer sans en venir aux mains, même si les contrevenants ne risquent rien, pas même une fessée. On en parle dans ce reportage signé ATV Martinique. Selon un sondage de l'IFOP réalisé en 2015, 70% des Français seraient contre l'interdiction de la fessée. En Martinique, pour certains, elle n'a pas que des mauvais côtés. La fessée est fessée, du moment que ce n'est pas de la maltraitance, pourquoi pas de temps en temps. L'interdiction de la fessée, une loi symbolique qui ne prévoit aucune sanction pénale, mais qui est censée faire changer les mentalités. Je ne pense pas que ça aidera à changer les mentalités parce que je pense que ça va être trop difficile à appliquer dans la vie de tous les jours. Pour que quelqu'un nous interdise de donner une fessée, il faut vraiment qu'il nous prenne en flagrant délit. Pour les premiers concernés, les enfants, la fessée est vécue différemment d'un individu à l'autre. Ça dépend de la gravité du truc qu'on a fait. C'est pour te remettre en question. Je sortais de l'école, ma maîtresse a appelé ma maman pour lui dire que j'avais fait Michael Jackson pour elle. Et que lorsque nous sommes rentrés à la maison, elle a pris la ceinture et elle m'a tapé. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose de bien. Dans toute ma vie, j'ai déjà appris minimum 10 fessées dans ma vie. Ça m'a aidé parce que après tout, c'est l'éducation. Aux Antilles, la fessée est monnaie courante dans l'éducation, mais selon les spécialistes, elle ne serait pas sans conséquences sur le développement psychique des enfants. La fessée ne doit pas être utilisée dans l'éducation comme une norme. Le fait d'être éduqué avec des coups, d'être éduqué avec de la violence verbale, des valorisations et des humiliations, ça aura toujours un impact sur l'estime de soi, sur la façon de s'aimer. Et si on ne s'aime pas, c'est très difficile d'arriver à établir des bonnes relations avec les autres. Toutefois, dans la structure, on fait quand même la distinction entre fessée et maltraitance. C'est difficile de prendre parti pour dire est-ce que c'est sanctionnable pour le parent. Je crois que c'est au cas par cas. Il nous appartient, à partir du moment où effectivement on a connaissance effectivement de cette maltraitance, de porter à la connaissance de l'instance compétente pour cette information. Alors en l'occurrence, ça peut être la CTM, bien entendu, puisque c'est vrai que conseil général fusionné avec la région, donc la CTM actuellement, ou le procureur si on estime que c'est quelque chose de très grave. La loi est entrée en vigueur le 1er janvier dernier. Pour l'heure, chacun l'interprète à sa façon, vu qu'il n'existe aucun mode d'emploi pour l'éducation. Pour en parler, nous recevons ce soir le docteur Yves Simkovic, chef du service de pédopsychiatrie au centre hospitalier de Cayenne. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors en 2009, le comité des droits de l'enfant de l'ONU recommandait à la France d'interdire explicitement les châtiments corporels dans tous les contextes et promouvoir une éducation sans violence. C'est un geste courant dans l'éducation en France et même davantage encore chez nous dans les départements d'outre-mer. En fait, quand un parent ne trouve plus de manière de se faire entendre et de se faire comprendre par l'enfant, il choisit ce petit geste. Aujourd'hui, c'est interdit. Qu'en pensez-vous ? Alors ce geste, cette interdiction en fait vient des pays notamment anglo-saxons qui depuis plusieurs années ont une interdiction formelle. Alors il faut savoir que ça s'inscrit dans un courant en fait de protection de l'enfance. Il y a 150 ans, 200 ans, il y avait la puissance paternelle. Le père avait le droit de vie ou de mort sur ses enfants. Petit à petit, on a vu les lois ont protégé l'enfant, protection de l'enfance. On en arrive maintenant à l'ultime action qui est interdiction totale des actions physiques sur l'enfant. Ça s'inscrit dans un climat qui est un peu difficile actuellement avec toutes les crises, on le sait, des adolescents, des enfants un peu rebelles, des troubles oppositionnels. Donc c'est la loi, on en a parlé plusieurs fois, en tant que responsable, je ne vais pas m'y opposer, mais il faut trouver d'autres techniques pour accompagner ce déficit qui va se créer. Alors, de nombreux chercheurs se sont penchés aussi sur les effets de ces châtiments corporels sur l'état psychologique de l'enfant et puis plus tard chez l'adulte. Un certain nombre de troubles y sont associés. Est-ce qu'on peut les citer, en citer quelques-uns ? Alors, un des troubles qui serait associé, ce serait une certaine forme de passage à l'acte un peu violent. L'idée, c'est qu'on a soi-même été victime de violence. Donc, notre mode de réaction à des traumatismes ou à des problèmes va être aussi celui de la violence. Et donc, c'est vrai en partie, mais je voulais revenir sur ce problème actuellement, notamment en Guyane. On sait qu'avant, les voisins, l'entourage aidaient beaucoup à l'éducation des enfants.
Et je pense qu'il faut y revenir. Certains parents réglaient ça, et donc maintenant il faut revenir, il faut aider les jeunes parents, je pense. Alors justement, j'allais vous poser la question. En tout cas, une étude effectuée en 2007 dans plusieurs pays européens a montré que l'interdiction et l'information doivent être associées pour modifier réellement le comportement des parents. La simple promotion d'une éducation sans violence n'étant pas suffisante. Alors j'allais vous dire, mais que faut-il faire? Comment aider ces parents dont vous parliez à mener à bien leur éducation avec leurs enfants? Alors, notamment en Guyane, on sait qu'il y a des jeunes parents, des très jeunes parents. Il faut remettre en place tout le système familial et notamment des voisins qui avant s'autorisaient un peu à remettre en place les enfants. Il faut que de nouveau les parents, entre guillemets, autorisent les voisins, les oncles, les grands-parents à les aider. Il faut ce système un peu communautaire et ce qui est très important, les enseignants participent aussi à leur façon. Il ne faut pas que les parents rentrent en opposition avec les enseignants qui eux-mêmes marquent des limites. Il faut une collaboration entre les enseignants et les parents pour harmoniser ce système. Parce qu'ensuite l'enfant s'engouffre dans ce biais entre les parents et les enseignants qui fait que finalement il ne trouve pas sa place. Il faut que tout le monde maintenant mette des limites aux enfants. Finalement, on dirait que ce que vous proposez, c'est une sorte de communauté d'adultes qui ferait face aux enfants pour les aider à mieux grandir. C'est un peu compliqué à mettre en place. Il faut revenir à ce que moi raconté sur la Guyane d'il y a 50 ans. Les voisins se permettaient, les oncles, les grands-parents. Parfois, la petite fessée calmait les enfants. C'est interdit, c'est la loi maintenant. Donc, il faut revenir à des pratiques communautaire. Il faut notamment en discuter si dans un supermarché, un enfant est super énervé, les parents sont débordés, peut-être que les autres consommateurs, même la caissière, peuvent se permettre de dire quelque chose à l'enfant. Le fait que ce soit un étranger, quelqu'un un peu étranger à lui-même, ça va calmer aussi l'enfant. Ça peut aider les parents et ça peut aider les enfants aussi. Alors, quels sont, alors dans le cas en tout cas d'aujourd'hui, c'est-à-dire que pour l'instant on n'a pas cette communauté d'adultes dont vous parliez qui s'unit ensemble pour éduquer les enfants, mais quels sont les risques pour les parents qui désormais ne peuvent plus avoir recours à la fessée? Dans quel travers peut-être éventuellement on pourrait tomber? Voilà, le risque c'est est-ce qu'on va revenir au bonnet d'âne comme on faisait avant ou à l'isolement, ou pire ça peut être les parents qui sont démunis, vont peut-être pratiquer des techniques d'humiliation peut-être, de harcèlement de l'enfant parce qu'ils n'auront plus les moyens physiques qu'ils avaient avant peut-être de calmer l'enfant. Donc il ne faut surtout pas que l'interdiction de la fessée déborde sur des maltraitances psychologiques. On sait que ça peut être pire, on sait que notamment dans les prisons, la pire punition ce n'est pas la bastonnade, c'est l'isolement psychologique. Donc c'est très dangereux, il ne faut pas que les parents cherchent des solutions à tout prix désespérées. Pas d'isolement, pas d'harcèlement, pas d'humiliation. Il faut en fait une éducation permanente et il faut qu'ils cèdent peut-être sur les grands frères, les grandes sœurs, les tontons, les tatas, les grands-parents. C'est important les grands-parents, que les grands-parents reprennent leur place, pas seulement les grands-parents gâteaux, mais les grands-parents qui aussi mettent des limites. Et font preuve de sévérité. Oui, de sévérité et de persévérance. C'est-à-dire, l'éducation, c'est pas un jour on punit, c'est une répétition de dire tu ne feras pas ça et tu l'as fait jusqu'à ce que l'enfant comprenne. Et les voisins aussi. Je pense que c'est important que les voisins, les enseignants, tout le monde participe à l'éducation. Alors il y a beaucoup d'études sur la fessée qui démontrent les effets néfastes sur la santé de l'enfant, mais surtout de l'adulte plus tard, après avoir reçu des coups pendant son enfance. Mais il y a aussi quand même quelque chose dont on parle, c'est le manque de cadre et de sévérité qui peut être également une source d'anxiété et de troubles psychologiques chez l'adulte plus tard. Tout à fait. On sait que l'enfant qui n'a pas de limite, en fait, qui est un peu laissé un peu à lui-même, c'est un peu ce qui se passe chez les anglo-saxons. En fait, les anglo-saxons, notamment les américains, maintenant commencent à recommander le mode de vie français et européen avec les repas, des rites. Les enfants anglo-saxons, c'est l'enfant créatif. Donc l'enfant, il mange quand il veut, chacun mange dans son coin. Ça développe la créativité, mais ils s'aperçoivent qu'ils ont 2 fois plus de troubles d'hyperactivité et de déficit d'attention. Ils utilisent 2 fois plus les médicaments style amphétamine pour calmer ça. Et ils recommandent maintenant le style de vie français. Donc bon, on a arrêté la fessée, mais il faut garder le cadre, c'est important, le cadre familial. Et je reviens là-dessus, les familles se sont éclatées. Donc le beau-père a son rôle, les voisins, les oncles, les frères et sœurs. Il faut revenir finalement aux traditions d'antan sans les violences physiques. Vous pensez que c'est vraiment possible aujourd'hui de revenir à ce type de système? Il faut. On voit que la société, il y a des choses qui ne vont pas. En Guyane, en métropole ou partout, on voit que le monde un peu part dans des violences extrêmes. Il faut revenir à quelque chose de communautaire. C'est ce qu'on appelle la psycho-éducation, notamment des parents. C'est très important. Il faut éduquer les parents, notamment les jeunes parents, qui à leur tour éduqueront les enfants et les grands-parents. Le rôle des grands-parents, vous savez qu'il y a certaines régions où on remet des après-midi avec les grands-parents pour que les enfants retrouvent quelque chose du cocon familial
qui a été perdu avec l'éclatement des familles actuellement. On en revient finalement toujours au même point, les efforts de chacun au sein de la société pour que tout se passe pour le mieux. Merci beaucoup, merci, avec plaisir, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Tout autre chose, une semaine après l'hommage national rendu aux victimes de l'attentat de l'Hypercacher à Paris, la mémoire de Clarissa Jean-Philippe a été saluée ce matin. Cette jeune policière de 26 ans tuée par les balles du terroriste Amédi Koulibaly. Venue directement de la Martinique, ses proches ont assisté à la cérémonie avec bien sûr beaucoup d'émotions. Reportage. Soyez assurés, chère Clarissa, que nous serons fidèles à la grande cause pour laquelle vous êtes tombée, celle du respect de l'ordre public, celle de la paix entre nos concitoyens. C'est bien pour la paix que se sont réunis un bon nombre d'officiels ce matin à quelques mètres de là où Clarissa est tombée il y a 2 ans. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Le Roux, mais également la ministre de l'Outre-mer, Erika Bareidj, étaient présents pour honorer la mémoire de la jeune policière. De nombreux officiels, mais aussi des anonymes qui n'oublient pas. J'habite pas très loin d'ici, donc je me fais un devoir. Sa maman n'étant pas ici, nous servons nos relais, madame aussi, madame Fleury. Nous fleurissons régulièrement la stèle en face. Et c'est normal, on se fait un devoir parce qu'elle ne peut pas passer là sans ne pas avoir une pensée pour elle. C'est important ça. 2 ans après sa mort, Clarissa est toujours bien présente dans les mémoires. Ne pas tomber dans l'oubli, c'était le souhait de l'artiste C215 pour la jeune martiniquaise. Il a peint une fresque en son honneur un mardi après-midi sur un coup de tête. Une fresque qui touche beaucoup la maman de la policière, pour qui la douleur est encore là. Je ne vais jamais l'oublier. Elle était tout pour moi, mon fils et elle, c'était pour mes deux. Là, ça ne va jamais sortir. Il y a un nœud là, c'est complètement bloqué. Quand on voit sa maman se confronter au portrait et puis l'attachement qu'ils ont pu témoigner face à cette œuvre, en tout cas. Je les vois passer beaucoup de temps auprès du portrait, peut-être davantage que devant les fleurs. Donc pour moi, ça m'encourage à me dire que j'ai fait le bon choix et que je suis content d'avoir fait ça, quoi. Ça a servi à quelque chose. L'année dernière, la rue a été rebaptisée rue Clarissa Jean-Philippe. Montrouge ne l'oubliera pas. Poursuivons en Guadeloupe avec la visite de la secrétaire d'État à la ville. Hélène Geoffroy est de passage pour parler du programme de rénovation urbaine. Jusqu'à mercredi, elle visitera plusieurs quartiers bénéficiant du nouveau programme national de renouvellement urbain à Pointe-à-Pitre, aux Abîmes, Sainte-Rose et Baïf. Aujourd'hui, elle a inauguré une nouvelle école élémentaire au Moule. Reportage signé Isabelle Amou. Ce que moi j'attends et j'espère aussi tous les gens qui vivent au Moule, c'est que les projets que Madame le maire essaie de mettre en place pour l'amélioration de notre ville arrivent à aboutissement. Pour le moment, nous sommes très satisfaits de tout ce qui a été déjà fait dans notre commune parce qu'il y a eu beaucoup de changements parmi ces dernières années et nous espérons la continuité de ce projet. Beaucoup de choses et jusqu'à maintenant je vois qu'ils ont toujours fait beaucoup de choses et Madame le maire aussi a participé et je suis très fier. Un peu de finances pour financer différents projets que nous avons mis en place, surtout sur Bonan, Sergent et Vassor, pour les difficultés que nous avons avec les jeunes dans la rue, les personnes âgées et les enfants qui sont en difficulté. J'attends qu'il y ait un peu plus de changement envers la vie même et que pour l'école c'est bon, je vois que c'est bon et qu'il y ait moins de violence envers les jeunes et tout pour qu'on apprenne à s'entretenir et tout. L'amélioration, la rénovation de ces quartiers parce que j'avoue quand je suis venue habiter là, on m'a dit oh là tu es dans la zone. Dans la jungle. Et je vois que petit à petit quand même, je peux dire que Madame le maire fait son boulot. Petit à petit, les quartiers s'améliorent, les choses changent, l'habitat est salubre. Hugo nous a donné une belle leçon qu'il fallait tout vraiment tout nettoyer, tout. Et petit à petit, la chose se fait. Ce que j'attends, c'est que tout ce qui a été promis soit réalisé, qu'on avance, qu'il y a de l'évolution dans notre commune. Comme je dis que la commune du Moule, c'est une très grande commune qui a une très grande histoire. Alors ce serait bien qu'on puisse la renouveler, prendre soin d'elle, la rendre encore plus belle.
Rallier les bonnes volontés à la cause des animaux domestiques, favoriser leur adoption plutôt que l'euthanasie, c'est à cela que peut-être on pourrait résumer la démarche de l'association Protection Animale de Guyane. Depuis 8 ans déjà, ces bénévoles œuvrent à la prise en charge des animaux abandonnés ou maltraités. Ils ont été reçus aujourd'hui à la fourrière de la CACL pour sensibiliser à leur démarche. Ayodele Germa. C'est sûr qu'on ne va pas éviter toutes les euthanasies, il y en a à peu près 700 par an. J'ai fait un appel aux bénévoles pour que les gens prennent conscience qu'on ne peut pas abandonner comme ça nos amis, il y a beaucoup trop d'abandon. En 2015, sur le territoire de la CACL, près d'1 millier d'animaux domestiques ont été capturés ou confiés à la fourrière. 70% d'entre eux ont été euthanasiés. C'est principalement de l'abandon. Des gens qui ne puissent pas leur chien, donc ils arrivent ici, on ne connaît pas le propriétaire, soit de l'abandon direct. Les gens, ils ont un mâle, une femelle. Ils sont débordés au bout d'un moment, ils se retrouvent avec 10 chiots, voire 10 adultes. Dans cette fourrière, 60% des animaux présents ont été conduits ici par leurs propriétaires. Delminio travaille en étroite collaboration avec ce chenil pour encourager les parrainages et adoptions de sorte à réduire le recours à l'euthanasie. Mais en 2015, seul 1/10 de ces animaux domestiques ont trouvé une famille d'accueil. Moi, j'essaye d'aider donc tous les acteurs de la protection animale. J'essaie, moi, comme acteur de protection animale, de faire le maximum pour en sauver, pour les Guyanais, enfin les citoyens, prennent conscience que ce sont nos amis et que nous avons le devoir de les aider, nous avons le devoir d'être responsables envers eux. Pour cette bénévole de la SPA, être responsable de ces animaux domestiques signifie principalement les stériliser. Et puis il faut arrêter de faire des portées pour les donner. Il faut les donner, plus c'est vacciné, sinon vous êtes hors la loi. Et si vous les vendez, vous n'avez pas le droit, il faut être inscrit à la chambre du commerce et avoir un numéro de SIRET. Sur le territoire de la CACL, la stérilisation des chiennes est financée à 50% par l'agglo. Il faut faire la demande auprès du service environnement déchets, obtenir les autorisations préalables et donc reste 50% à la charge du propriétaire. Les autres actions également engagées par la CACL avec ses partenaires, les communes et notamment les polices municipales, c'est de renforcer la responsabilité des propriétaires de chiens qui ont des droits et des obligations. Et leurs obligations, c'est notamment d'identifier leur animal, de vacciner leur animal par rapport à la rage. Je rappelle qu'il y a eu un cas de rage mortelle en Guyane, donc c'est une nécessité de santé publique. Il y a des actions avec les polices municipales pour responsabiliser les propriétaires, pour éviter toute divagation. Il est également interdit de nourrir un animal qui ne vous appartient pas. Le règlement sanitaire prévoit une amende pouvant aller jusqu'à 450 €. C'est une tradition de l'Office national des forêts à Saint-Laurent. Tous les 2e dimanches du mois, une balade dans les bois est proposée aux amateurs. Et pour la première de l'année, le circuit numéro 6 était au programme, celui du plateau Marc-Gazelle, situé à 15 km de Saint-Laurent. Cette parcelle de plus de 6 hectares fait l'objet de nombreuses recherches de développement et de mise en valeur de la forêt. Elsa Gonzalez. Au fil des sentiers et des arbres rencontrés, le guide ONF délivre explications et anecdotes. La mission du jour, repérer les différents semis et constater leur état. Alors voilà, là par exemple, là on a un joli semis. Alors un semis c'est un jeune arbre. Hein. Un plant avec un T, c'est un arbre qui a été planté. Hein. C'est-à-dire qu'on a récupéré une graine, on l'a mis dans un pot ou en pépinière et on le récupère pour aller le planter. Ça s'appelle un plant. Ici, l'Office national des forêts a répertorié plus de 1700 semis. Ils sont la relève de la forêt. Pour en assurer leur développement, des campagnes de suivi sont effectuées tous les 6 ans. Ainsi, les agents n'hésitent pas à protéger les jeunes arbres des autres végétaux. On recherche la base de... La laine, on ne la tue pas complètement, elle peut repartir ailleurs. Hein. Mais tu laisses mon semis tranquille. Des techniques et des savoirs appris au travers de la découverte de cette majestueuse forêt. L'occasion de sensibiliser la population à l'empreinte de l'homme sur la nature. L'homme doit faire attention à ce qu'il fait et les enfants, mais on les éduque à ça et on espère bien qu'ils prendront de bonnes leçons et après transmettront ça à leurs enfants et qu'on fera attention à cette belle forêt guyanaise.
Pour participer et découvrir les différentes espèces de la forêt guyanaise, rendez-vous en mars prochain pour l'Arboretum au circuit des Malgaches. Inscription à l'ONF au préalable. C'est la fin de ce journal. Je vous rappelle les principaux titres développés ce soir avec notamment l'arrivée de Miss France de retour au pays. Alicia Eliès est arrivée en Guyane cet après-midi. Un accueil des plus chaleureux lui était réservé déjà à l'aéroport de Félix-Éboué avec plus d'une centaine de personnes. Notre Miss sera en conférence publique à 20h au Zéphyr ce soir. L'amendement à la loi égalité et citoyenneté était adopté en décembre. Les châtiments corporels sur les enfants sont désormais interdits en France. L'autorité devra s'exercer sans en venir aux mains. Nous avons fait le point avec notre invité, le responsable du service de pédopsychiatrie au Char. Enfin, c'est une tradition de l'Office national des forêts à Saint-Laurent. Tous les deuxièmes dimanches du mois, une balade dans les bois est proposée aux amateurs. Pour la première de 2017, le plateau de Margazelle était exploré. Merci de nous avoir suivis. Ne bougez pas. Tout de suite, le 20h de TF1, ce sera juste après la météo présentée par Christine Lauréat. Très bonne soirée à vous. Rendez-vous demain.